Salut Sébastien, quel est ton métier ou dans ton cas tes métiers? En gros, peux-tu te présenter? Je suis graphiste, c'est-à-dire que j'utilise toutes les techniques multimédia pour pouvoir faire des choses sur papier, sur écran. En fait, graphiste, c'est le métier qui permet de travailler tout ce qui est image. Et tu es un petit peu aussi rédacteur en chef? Oui, je suis aussi rédacteur en chef de la revue Tract. As-tu un cursus artistique, école des beaux-arts ou autre? Ouais, alors mon cursus artistique, il est très rapide. Hein. J'ai fait 2 ans à l'école des beaux-arts de Lyon. Donc j'ai arrêté parce que j'avais pas les moyens de continuer mes études, parce que bon, l'école des beaux-arts, c'est quand même une école qui est ouverte à des gens qui sont un petit peu plus hauts dans le grade social. Et comme moi je venais du métier ouvrier, bon, j'étais plus ou moins mal vu parce que j'avais pas de thunes. Et du coup, voilà, j'ai arrêté, mais les profs ont voulu que je continue, mais j'avais pas les moyens ni la bourse pour pouvoir continuer parce que j'avais pas le niveau bac. À l'époque, il fallait le niveau bac pour pouvoir être artiste, entre guillemets, pour pouvoir faire des études artistiques. On n'apprend pas à dessiner ou à peindre quand on fait une école d'art. On apprend plutôt à être artiste, c'est-à-dire à être vendeur, à être comédien. Bon, on va se mettre carrément une plume dans... Oui, à faire du concept. Ok. Voilà. Si on peut résumer, t'es autodidacte. Bah en fait, oui, je suis autodidacte. Oui, j'ai commencé ça à l'âge de, je sais pas, à 14-15 ans. J'ai commencé à reproduire des dessins de Pif Gadget que mon copain me prêtait parce que chez nous on n'avait pas de thunes, hein, donc Pif Gadget c'était même pas le gadget, quoi, je veux dire, t'avais rien. Et donc il me prêtait ça, donc je recopiais des petites images et puis petit à petit tu te retrouves à faire du dessin quand tu rentres de l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vécu dans la banlieue lyonnaise, c'est-à-dire que j'ai vécu aux Minguettes jusque dans les années 70-71. Et mon père a perdu son travail à cause de Valéry Giscard d'Estaing, bien entendu à cause de la politique. Et du coup, il s'est trouvé qu'on avait une petite maison de campagne et on s'est retrouvé dans un petit village de 800 habitants, en pleine campagne, entre Chalon-sur-Saône et une autre ville qui s'appelle Autun. Et on était face à des choses qu'on n'avait jamais vécues, c'est-à-dire... je sais pas, le racisme par exemple, quand j'allais chercher des cigarettes pour mon père, on me disait non, on donne pas de cigarettes aux enfants d'Italiens. Et on était en 1975. J'ai commencé à aller au collège là-bas, dans ce village, et puis j'ai pas pu continuer parce que j'avais pas les moyens, donc on m'a mis en CET. Et donc je me suis retrouvé au milieu de gens qui m'acceptaient pas trop, et du coup quand je me suis retrouvé tout seul, donc j'avais pas de copains, j'avais rien, mes seuls copains c'était le dessin, c'était France Inter, c'était France Culture, c'était des choses comme ça que j'ai retrouvé bien des années plus tard, et peut-être grâce à tous ces abrutis qui n'ont pas eu confiance en moi, qui m'aidaient pas, j'ai pu me forger ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai appris des tas de choses, j'ai appris à étudier Picasso, étudier Vasarely, toujours grâce à l'image, au son, à la radio. Et voilà, et quelques années après, 20 ans après, je me suis retrouvé animateur de radio. Et effectivement, quand je suis rentré dans les discothèques, je connaissais tous les disques, parce que je les avais entendus. Moi je pense que si on fait ça, c'est parce qu'on a on a eu quelque part un truc qui nous a énervé, qui nous a fait chier. Bon, il y en a certains, ils aimaient pas leurs parents, il y en a d'autres, ils voulaient foutre le camp, il y en a d'autres, ils cassaient leurs portes, tout ça. Et puis certains, ils prenaient une feuille de crayon, ils dessinaient. Et bon, j'ai une anecdote, quand je travaillais à l'usine, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'usine, parce que j'ai pas été artiste toute ma vie. Hein. J'ai travaillé 15 ans en usine, et quand j'ai commencé dans le domaine professionnel, j'avais un petit cahier avec moi et j'écrivais des poésies. Voilà, je faisais des petits dessins, des petits trucs comme ça. Et un jour, un collègue de travail est tombé sur ce petit carnet. Et je lui ai dit de me le rendre, et voilà, il a dit toi tu fais de la poésie. Toi de la poésie, non mais tu rigoles. Et le poète, viens voir, poète. Donc voilà, quand on vit avec des gens comme ça, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais quand on vit avec des gens comme ça, il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire oui, je t'emmerde quoi. Toi, je t'emmerde, je continuerai à écrire des poèmes, et puis si t'es pas content, c'est la même chose quoi. Une espèce de vengeance. Tes parents t'ont-ils inculqué une éducation artistique, et de quel milieu viens-tu? D'abord, je peux pas dire que j'ai été malheureux quand j'étais enfant. Mon père était guitariste. Il jouait de la guitare dans les pizzerias, des choses comme ça. C'est bien. Bon, il n'a jamais voulu que je joue de la guitare parce que j'étais gaucher. Donc j'avais beau lui dire que Jimi Hendrix était gaucher et que... C'était un génie. Il me disait non, t'apprendras jamais la guitare. Donc
on n'était pas tout à fait dans un milieu artistique, quoi. J'étais pas dans un milieu où on parle de danse, on parle de photographie, tout ça, j'étais pas là-dedans parce que, en fait, on était, faut dire ce qui est, on était, je veux pas dire dans la misère, on n'était pas malheureux, mais je ne sais pas, je peux même pas dire dans quelle classe je suis né. En tout cas, je suis pas né dans une classe bourgeoise, ça c'est sûr, mais le reste, je peux pas dire si c'était bien ou pas bien, quoi, tu vois, t'es un enfant, en fait les références tu te les fais toi-même, quoi. Moi j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans, il a fallu que je m'occupe de mes frères et sœurs, tout ça, tout en dessinant, en essayant de... Soutien de famille un peu. Voilà, et donc tu apprends tout seul, hein, tu apprends à te débrouiller, et puis après tu apprends à vivre avec ce que tu as, quoi. C'est touchant. Alors, je dois pleurer, mais bon, c'est touchant. Tu es le rédacteur en chef de la revue Tract. D'où te vient cette idée d'aider les autres et de présenter ce genre d'art qui te plaît? En fait, ça devait être en 1995, j'étais avec 2 amis et puis on voulait créer un petit journal satirique. C'était en fait un petit journal qui se situait entre Charlie Hebdo et Harakiri. Et effectivement, on envoyait des dessins toutes les semaines à Charlie Hebdo. On n'a jamais eu de réponse, hein. Je pense que tous les dessins qu'on a envoyés pendant 10 ans, ils sont passés à la poubelle. Donc on avait cette idée de créer un journal, et on avait créé un journal qui s'appelait Le Jeté du Matin. Donc c'était un journal complètement destroy, quoi. Il y avait certains articles, par exemple, on se posait la question de savoir où allaient mourir les pigeons. On avait sorti le gadget, la dernière cigarette de Serge Gainsbourg. C'est-à-dire qu'on avait fumé, 10 paquets de cigarettes, et puis on avait mis le mégot dans des petits sachets, et on avait agrafé ça au journal, et on vendait ça à la fac de Dijon. C'est con, mais c'est bien. Et on avait appelé ça Le Jeté du Matin, et bon, on a été jusqu'au numéro 8, et au numéro 8, on a renversé, comme on dit du côté de Dijon, on a renversé la cabane sur chien. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une couverture couleur, et ça nous a coûté la peau des fesses. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé avec notre petit journal, et puis on a décidé d'arrêter, et donc j'avais toujours cette idée de créer un journal avec cet ami qui s'appelle Yann Bardot, qui est écrivain toujours. Et puis un jour on s'est dit, tiens, en regardant les autres revues d'art, moi j'ai remarqué depuis une quinzaine d'années que les revues d'art, en fait, elles s'intéressent toujours au même genre de personnes, à tous ces gens qui exposent, qui peignent, parce que c'est des gens qui pensent être des Picasso, quoi. Au 21e siècle ou au 20e siècle, pensent être des Picasso, à avoir inventé quelque chose que personne n'aurait jamais vu. Être artiste aujourd'hui, et puis dans les revues d'art aussi, c'est avoir un numéro à la Maison des Artistes. C'est-à-dire, si tu as un numéro à la Maison des Artistes, là t'es un artiste, hein, parce que t'es à la Maison des Artistes. Donc forcément, le truc c'est que je sais pas comment dire, les gens ils sont tout de suite vendeurs, en fait. Ils partent pas dans... Moi je sais que j'ai commencé au départ, je pensais jamais à un truc, j'ai jamais pensé à vendre, j'ai jamais pensé à... Même le fait de prendre mes dessins, les mettre dans un carton, aller voir une galerie pour montrer, c'était un truc qui était impossible pour moi. J'étais pas assez fort pour faire ça. Oui, ou pas assez sûr de toi. Voilà, oui, mais c'est l'art qui veut que tu sois pas sûr de toi. Être artiste, c'est avoir des doutes. Si t'as pas de doute, c'est pas la peine d'être artiste. Je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, être artiste, c'est réfléchir tous les jours, c'est se poser des questions tous les jours, c'est recommencer tous les jours, c'est chercher tous les jours. Oui. Mais aujourd'hui, justement avec ces réseaux sociaux, on se retrouve avec des gens qui sont tellement, moi je le dis franchement, je le dis sincèrement, ils ont tellement un ego surdimensionné, en fait, ils sont capables de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et le but d'un artiste, c'est pas de vendre à n'importe qui. Le but d'un artiste, c'est de montrer ce qu'il sait faire. En quelque sorte, c'est un message qui rend. Je sais pas, le premier homme qui a dessiné sur une caverne, il s'est pas dit, tiens, je vais aller exposer au Louvre. Le premier homme ou la première femme? Je sais pas, la première femme, peut-être la première femme, sûrement. Parce que est-ce que c'était pas le menu? Est-ce que c'était pas des restos, les cavernes? Non, le mec, il avait fait des spaghettis bolognaises, il avait plein de sauces de tomates, il a dit, putain, attends, ou tu vois, je m'essuyer sur la pierre. Un resto, d'où vient l'idée et le goût, quelque part, d'aider les autres, de les présenter. Le but de la revue Tract, c'est de présenter des artistes qui n'auront peut-être jamais l'occasion qu'on leur ouvre les portes, des expositions, des choses comme ça. En fait, la revue Tract, c'est ouvert aux gens qui sont comme moi au début que j'étais
quand j'avais 15 ans. En fait, ce service, c'est de pas parler toujours des mêmes artistes. Donc, voilà, j'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé qu'il y ait un magazine comme ça, pour pouvoir... c'est un moyen d'expression en fait. Moi, j'oblige personne à être dans Tract, mais je mettrai jamais un reportage sur Jean-Michel Basquiat. J'en ai rien à foutre de Jean-Michel Basquiat. C'est un grand peintre. Oui, mais il est mort, et puis oui. Voilà, tu vas pas te faire de la je vais pas refaire, je vais pas refaire des numéros spéciaux Picasso, par exemple, ça m'intéresse pas. Que penses-tu de la presse française, les revues d'art, et que leur manque-t-il à ces journaux pour que tu puisses t'abonner? Moi, je pense que ce qui leur manque aux magazines artistiques, là, c'est un petit peu de lâcher prise, quoi. Un petit peu un amusement, de rendre ça amusant, parce que, bon, il y a certaines revues, je ne veux pas dire le nom, mais rien que le fait de lire l'édito, déjà, tu as envie de foutre le papier à la poubelle. Voilà, et donc ces revues-là, elles sont dans la pensée unique. Et du coup, l'art ne s'intègre pas à la société. Pour moi, c'est pour ça que j'ai fait la revue Tract. En fait, j'ai fait la revue Tract pour rendre... Déjà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de revue d'art brut, comme on dit, art brut au singulier, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, cette revue, la revue Tract, c'est pas une revue... c'est une revue d'art populaire. C'est-à-dire que même la personne qui collectionne ses briquets sur sa petite table, et puis il trouve ça fabuleux, et il me dit, je vais être dans Tract parce que je fais une collection de briquets depuis 45 ans, je vais le mettre. Tu vois, je vais lui dire, ok, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aime bien, alors quand je dis art populaire, attention, je ne parle pas de pop art, hein, je parle d'art populaire. C'est art qui nous fait, justement, qui nous fait se rencontrer. Je t'ai rencontré dans un festival d'art brut, comme on dit, mais pour moi, c'est un festival d'art populaire. On s'est retrouvés entre copains, entre amis, on a rigolé. On parle même pas de notre travail en fait quand on est ensemble. On se dit tiens regarde ce que j'ai fait, tiens je te montre ça. En fait on se la montre quoi, carrément. Je veux dire, on est comme des gamins en se disant tiens je vais montrer ça à Antoine, il va voir, voilà. Donc en fait cet art-là c'est l'art du pop. Et quand je dis le pop c'est pas péjoratif, c'est l'art de tous les jours. C'est pas du populisme, c'est du populaire. Voilà. Et nous on propose pas des choses fantastiques. Et quand on allume la télé au niveau culturel, on nous propose toujours des trucs auquel le peuple ne peut pas adhérer. Qui va aller voir la dernière pièce de théâtre de Laurent Ruquier? Mais qui? Je veux dire, qui va aller voir un ballet? Non mais même, je veux dire, oui c'est vrai, qui va aller voir une expo d'art contemporain où le mec il a mis 3 bûches les unes sur les autres et puis il a chié dessus? Qui va s'intéresser à ça? Le peuple ne s'intéresse pas du tout à ça. On nous lessive bien le cerveau pour qu'on puisse bien réagir à ce type de culture et qu'on rejette bien la culture de l'art du pop. Parce que et l'art brut, c'est l'art du peuple. L'art brut, quand on rencontre André Robillard pour la première fois, on tombe dans l'art brut, on tombe dans l'art populaire. Et on sait qu'André Robillard, il n'a pas inventé des choses, mais il sait rester simple, il s'amuse. Il faut que l'art, ça reste ludique, il faut qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse rigoler. Dès qu'on commence à toucher à l'art conceptuel, alors du coup, tu rigoles plus, quoi. T'as 3 tonnes de texte pour présenter 3 bûches avec une merde dessus, ou un tas de chaises de camping qui sont entassées. Pour redonner les lettres de noblesse, moi je dirais à l'art brut, mais je dirais le vrai art brut, pas l'art brut fabriqué. Parce qu'actuellement les musées d'art contemporain nous fabriquent de l'art brut. Sébastien, peux-tu, si tu as envie, nous parler de ton handicap? Alors, oui, vite fait alors, hein, parce que en fait, voilà, je suis atteint depuis ma naissance de la myopathie de Becker. Donc c'est une variante de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie évolutive, c'est-à-dire que quand j'avais 14-15 ans, jusqu'à l'âge de, je dirais, 31 ans, j'ai pu faire du vélo, je pouvais monter les escaliers, faire du bricolage, peindre des grandes toiles. Et petit à petit, ça régresse, et du coup, aujourd'hui, je ne peux pas monter d'escalier, et j'ai du mal à les monter, j'ai du mal à les descendre, j'ai du mal à marcher. Et je me suis fait à ce handicap. Et en fait, c'est peut-être ce handicap qui m'a permis d'être aussi positif, je dirais, et d'avancer dans ce milieu-là. Donc, moi, si je pense que si je fais ça, c'est grâce à ce handicap.
première chose. Et il y a une chose sur laquelle je me battrai toujours, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, l'accessibilité. Quand on va dans un musée et qu'il faut monter un escalier pour aller voir des sculptures qui pèsent 1 tonne à l'étage, je me demande comment vous avez fait pour monter les sculptures d'1 tonne à l'étage, et que une personne en situation de handicap ne peut pas monter voir ça. Pour moi, c'est une discrimination, et je me battrai toujours sur cette fameuse accessibilité, parce que de plus en plus, je vois de plus en plus d'aberrations. Effectivement, on a des beaux panneaux de stationnement pour pouvoir se garer devant les musées, mais après, il ne reste plus que le rez-de-chaussée, ou parfois même une partie du rez-de-chaussée, parce que il y a certains musées comme le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, vous arrivez dans le Palais de Tokyo, vous n'avez le droit de voir que le hall d'entrée. Vous ne pouvez pas monter aux étages. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une pétition non, la en pétition, ligne la pétition, elle a été faite en 2005 sur l'accessibilité. Logiquement, tout devait être accessible en 2020. C'était un texte. Ouais. C'était un texte. Oui, mais... oui, c'est un texte de loi qui est passé, mais voilà. qui n'a jamais été appliqué. Non, En 2015. En fait, vu la difficulté de l'application chez certaines personnes, ça a été remis en question. Comme ça a été remis en question quand Madame Bachelot était ministre de la Santé, qui a dit que, en fait, pour les handicapés, c'était pas grave de passer par les garages pour pouvoir aller chez eux. Ah ouais, donc voilà. Mm. Permis, moi, de passer dans des couloirs, par exemple au Grand Palais, et ça c'est le côté positif, c'est que je suis passé dans les couloirs du Grand Palais, c'est-à-dire dans les caves du Grand Palais, et quand on marche dans ces allées-là, les allées ont tout un nom, l'allée Rembrandt, l'allée Picasso, donc c'est quand même quelque chose de super sympa de se dire, ah ben tu vois, les toiles de Picasso sont passées par là, donc toi tu passes par là. Voilà, c'est peut-être le truc positif de la chose, et puis le truc positif de la chose, c'est que tu n'es pas obligé de te taper toute la queue Oui. pour pouvoir visiter l'exposition. Voilà, donc ça c'est... voilà, moi je rêve d'un lieu où tout serait accessible. Et il y en a, heureusement qu'il y en a, hein, mais il y a quand même beaucoup de lieux inaccessibles. Mon copain, l'amour pour toi, frein ou moteur? Alors, je vais pas dire c'est le moteur, oui, moteur. non, c'est véritablement un moteur. Même si parfois c'est un frein, c'est un moteur. C'est-à-dire, voilà, ça dépend de. Pour moi, c'est un moteur. Ça te permet d'avancer. Mais il faut que la personne qui t'aime, elle soit d'accord avec ce que tu fais. Si elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais, c'est pas un moteur. Le moteur, c'est de dire, voilà, moi c'est mon moteur, parce que chaque fois que je fais quelque chose, que je dessine, que je peins, je m'oblige à le montrer à Bernadette, en lui disant, qu'est-ce que t'en penses? Et quand elle me dit que ça lui plaît, je suis super content. Quand elle me dit que ça ne lui plaît pas trop, parce qu'il y a une couleur, j'ai tendance à lui dire, non mais attends, c'est pas fini. Et donc je retourne finir mon dessin en écoutant ce qu'elle m'a dit. Et quand je reviens, j'ai rectifié le tir. Ah oui, je préfère cette couleur-là. Et donc voilà, je pense que c'est ça le moteur. Le moteur, c'est d'avoir... Moi, je sais que j'ai une énorme chance depuis 10 ans. C'est que, voilà, j'ai quelqu'un avec moi qui est toujours avec moi. On peut passer des heures, on se lève le matin, à 8 heures, on peut rester jusqu'à midi à parler d'art, de peinture, de politique, de choses comme ça. Et on voit pas le temps passer. Et c'est vrai avec Bernadette, je veux dire, une journée, c'est une étincelle, quoi. C'est magnifique. Ça passe tellement vite. Non, mais c'est vrai, ça passe tellement vite, je veux pas faire pleurer. Non, mais dis pas que c'est... Non, mais je veux pas... Vrai, c'est magnifique. C'est tellement rapide que... en fait, je pense que, de toute façon... je pense que c'est ça, c'est un moteur. La ville de Tours, où tu habites, est-ce qu'il s'y passe des choses intéressantes artistiquement ou rien? Il se passe plein de choses à Tours, plein de choses. Pour moi, celui qui dit qu'il s'ennuie à Tours, non, il n'a pas d'excuse. Tours, c'est une... Moi, je suis arrivé à Tours il y a 10 ans. Quand je suis arrivé à Tours, j'ai dit à Bernadette, et enfin, je suis rentré à la maison. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que quand je suis arrivé à Tours, même aujourd'hui, il y a toujours des galeries, il y a toujours des festivals. Bon, il n'y a pas de galerie de lieu. Il y a des concerts, il
Il y a plein de choses, il y a le Petit Faucheux, il y a le Château du Plessis, il y a le Temps Machine, il y a la Compagnie Off, il y a le Point Haut, il y a... Oui, il y a moi, il y a Tract, mais il y a... Non, mais il n'y a pas que Tract, heureusement. Mais non, mais je veux dire, il se passe toujours quelque chose à Tours. Il y a les Arpendards, il y a plein de gens. En fait, quand je suis arrivé à Tours, je ne connaissais personne, et à force de me déplacer tout doucement, gentiment, et tout, de me faire connaître, oui, effectivement, je connais plein de monde à Tours, et moi je répète que celui qui dit qu'il s'ennuie à Tours, et celui qui me dit qu'il n'y a rien à Tours, c'est que... Non, Tours c'est une ville artistique, et c'est une ville qui mérite justement d'avoir un musée d'art brut. J'ai cru lire dans un article sur toi que tu ne jetais rien. Ouais. Tu dois avoir donc un gros paquet de choses chez toi. Oui, depuis que je dessine depuis l'âge de 15 ans, parce que j'ai fait beaucoup de dessins, c'est surtout des dessins, j'ai jamais fait de volume, j'ai jamais fait de trucs comme ça. C'est surtout des dessins, je ne jette rien. Quand je jette, c'est vraiment que c'est sur le moment, c'est-à-dire je commence un dessin, ça me plaît pas, je le déchire, on n'en parle plus. Mais chez moi, il y a des tas de dessins qui sont commencés, il y a des projets de tableaux, parce que quand j'avais 20 ans, j'avais pas les moyens de m'acheter une toile, donc je faisais des croquis de tableaux. Je me disais, un jour, je vais les reproduire sur une toile, je les ai jamais reproduits. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des dessins qui datent de 1985, même j'en ai de 1977, à l'époque où j'étais encore en CET. En fait, j'ai jamais rien jeté, parce que je me suis dit, un jour ou l'autre, bon, on verra bien, mais bon, le jour où je vais jeter, je vais tout brûler. Non. Je plaisante. Non, j'ai jamais rien jeté. Es-tu collectionné ou Alors, est-ce que tu fais partie d'une collection privée par des amateurs d'art de ton style? Alors moi j'ai surtout je sais pas si on peut appeler ça des collectionneurs, mais j'ai surtout des gens. Moi ce que j'aime bien, c'est quand je vends un tableau, quand je vends un dessin, il faut que pour moi la personne... Moi, je vais juste raconter une anecdote. J'ai exposé dernièrement à l'Art au Paradis. C'est 3 jours d'exposition dans un petit village à Savonnières. C'est pour ça que je dis qu'il se passe toujours quelque chose à Tours. Et il y a une personne qui est rentrée, qui a vu un dessin sur un carton d'encadrement. Elle est venue me voir, elle me dit combien ça coûte. Je lui ai donné le prix. Elle me dit je l'achète. Pourquoi vous l'achetez? Parce que je l'achète. Parce qu'il faut que je l'ai chez moi. Et j'ai surtout vendu à des gens comme ça. C'est-à-dire en fait j'ai vendu à des gens. J'ai pas vendu à des gens qui achètent ça pour se dire ouais je vais lui faire plaisir, j'achète un truc. Non. Des coups de foudre. Voilà, la personne elle vient et elle tombe en admiration devant ce que j'ai fait. Mais en fait, même moi je me pose la question. Parfois je me pose la question. Je me dis c'est bizarre cette réaction. Nous on dessine, on peint, on est dans notre coin. On connaît notre œuvre d'art. Et on est étonné en se disant... Moi, j'ai toujours été étonné de ça, de gens qui achètent un tableau parce qu'ils tombent amoureux du tableau, quoi. Parfois, c'est ceux qu'on aime le moins qui partent le plus. J'ai des gens qui m'achètent des tableaux, tout ça. Mais j'en ai même, je commence effectivement à avoir des gens qui m'achètent plusieurs fois mon travail. C'est-à-dire que là... À partir du moment où ils commencent à acheter plusieurs fois ton travail, c'est que ça devient des collectionneurs. Peins-tu pour délivrer un message? Si oui, lequel? Et as-tu une dimension politique dans ton boulot? Voilà, en fait, je délivre pas tout à fait un message. Quand je fais, il m'arrive de faire des tableaux d'1 mètre sur 1 mètre où je fais plein de petits détails. En fait, c'est comme si c'était une sorte de méditation. Donc, j'expliquerai pourquoi c'est méditatif dans une des questions. Et du coup, quand j'arrive à la fin de 3-4 heures de travail comme ça, où la concentration elle est très importante, là je prends du papier, je prends un crayon, n'importe quoi, et je me libère. C'est-à-dire que là ça me permet de me libérer. Et en fait, la première partie de mon travail, c'est cette méditation. Et la suite de mon travail dans la journée, c'est l'explosion. C'est-à-dire que tout ce que j'ai médité en travaillant, je le relâche sur une feuille de papier. Et c'est vrai qu'on n'obtient jamais la même chose. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait jamais la même chose. Et ça se ressent dans mon travail. J'ai pas pour habitude de faire des séries. Parce que à chaque fois, c'est différent. Et à chaque jour, je me mets dans une situation différente. Le métier d'artiste te permet de faire ça aussi. C'est-à-dire que si tu as envie de faire quelque chose de triste, mais tu vas le faire, parce que tu as l'habitude de faire quelque chose de triste. Donc pour rendre ton tableau triste, il faut que tu sois triste. Et tu te mets dans la situation de la personne en tristesse. Tu vas faire ça de 8h à midi, tu vas être triste. À midi, c'est l'heure de manger. Tu n'es plus triste, tu manges. Tu fais ta sieste, tu fais ce que tu veux. Et
tu reprends ton travail, t'es triste. Oui. Voilà. Et si tu as envie d'arrêter d'être triste dans la journée, eh ben t'es joyeux, eh ben tu te mets dans la personne, dans le sens de quelqu'un qui est joyeux et qui n'a pas de soucis, et tu verras que ton travail, il est différent de celui... Et être artiste, c'est ça. En fait, être artiste, c'est jongler avec ce que tu as dans la tête. C'est jongler avec ton conscient, ton inconscient, avec tout le bordel qu'il peut y avoir dedans. Et c'est ça, le jeu. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu. C'est comme si tu rentrais sur scène. Et moi, il m'arrive souvent effectivement, d'écouter... alors, j'écoute beaucoup de musique électronique où on entend le public qui applaudit, où on entend des grosses explosions, des choses comme ça. Et je plonge là-dedans. C'est-à-dire qu'à la fin du concert, quand tous les gens applaudissent, ben, j'ai l'impression qu'ils m'applaudissent moi. et je pose mon crayon, terminé. Et je suis content. Que penses-tu de la politique actuelle, du mouvement Gilets jaunes? Tu peux très bien ne pas répondre. Ben, je crois que je vais répondre. Je suis super content. Je crois que je vais répondre, mais ben, la politique actuelle, ben, je sais pas. Mais en fait, il faut qu'on arrête. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête tout ça rapidement. Et qu'il va falloir qu'on s'occupe de l'humain. Bon, je fais pas un sermon politique, mais il va falloir qu'on s'occupe de l'humain. On devient de plus en plus des numéros. Donc, on est numéro de sécurité sociale, on est numéro d'allocataire, on est numéro de chômage, on est numéro RSA, on a un numéro d'artiste, on a un numéro peut-être un jour pour parler, on aura peut-être un numéro un jour pour aller chier. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît illogique. Et on parle de la planète va très mal, mais il y en a toujours sur cette planète qui utilisent, en fait, la réalité c'est qu'il y a 5% des gens sur la planète qui utilisent 95% des ressources de la Terre. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Ça veut dire que quelque part, il va falloir qu'on change le système. Voilà. Ouais. Et pour changer le système, eh ben, il va falloir que tout le monde partage. Et toutes les histoires de Blablacar, tout ça, toutes ces conneries là, toutes ces histoires de machin, de trucs, je partage dans une société de partage, tout est faux, tout est inventé. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un partager sa vie avec un autre. Là, les 15 jours qui sont venus, tout le monde s'en est foutu plein la gueule, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans la rue, mais il y a des gens qui sont morts de soif en Afrique. Ouais. Et c'est vachement important, c'est-à-dire que en fait, alors après, on nous fait croire qu'on va sauver la planète. Bon, ça c'est un autre discours, mais l'histoire des Gilets jaunes, effectivement, ça m'a bien plu, l'histoire des Gilets jaunes. Je te le dis, au départ, c'était vachement bien. Mais là, est-ce que vraiment les Gilets jaunes continuent à être Gilets jaunes? Je ne sais pas. Mais je pense que le Gilet jaune, c'était un bel avertissement pour ces gens qui nous gouvernent. J'ai rien contre ces gens qui nous gouvernent en tant qu'être humain, mais c'est par rapport à ce qu'ils font. Je veux dire... ça a permis justement à notre pays de se réveiller, et c'est ce qui a permis, les médias ne le disent pas, mais c'est ce qui a permis au Chili de se réveiller. Parce que souvent les médias disent « Ah ouais, mais vous vous rendez compte, pour l'augmentation d'un ticket de métro, vous avez tous les gens, ils sont descendus dans la rue ». Ben effectivement, pour un ticket de métro, on va descendre dans la rue. Pour bientôt on descendra dans la rue pour une baguette de pain qui va augmenter. Parce que cette société, on ne peut pas... On peut plus la gérer. En fait, c'est même pas nous qui la gérons, cette société. Chez les banques. Et je dis souvent que, en plus, la connerie, elle vient, et en plus, c'est nous qui les mettons au pouvoir. C'est-à-dire, c'est nous qu'on leur permet de parler à notre place. Je parle par exemple du truc artistique. Tu veux faire un projet aujourd'hui, c'est pas la peine. Il faut attendre les élections municipales. Alors quand ils disent que les cheminots prennent les gens en otage, eux aussi nous prennent en otage, parce que tout est bloqué. Tant que l'élection ne sera pas passée, on ne pourra rien faire. Et quand tu parles à des gens, ils te disent « Oui, c'est normal, on ne peut rien faire ». Et du coup, les Gilets jaunes, ça a été un bel avertissement. Mais bon, c'est un peu parti de travers sur la fin. Bon, ce qui était bien, c'était François Ruffin. C'est toujours bien, François Ruffin, ce qu'il a fait sur les Gilets jaunes, tout ça. J'adore l'écouter. Mais comment on va faire ? Comment on va faire s'il n'y a que, François Ruffin? Le problème, c'est que la réponse, j'interviens, excuse-moi, mais la réponse politique au peuple a été la répression en force des bras arrachés, des yeux... Mais ça, la répression, c'est... Donc c'est normal. On va vers la dictature. Ben, non, mais on est dans une dictature. Ouais, on est dans une dictature démocratique, c'est-à-dire...
La police, c'est normal, il faut protéger. Oui, démocratie représentative, mais ils représentent qui ces gens-là par eux-mêmes? Leur institution à eux. Voilà. Et on le voit tous les jours, dans la presse, dans les médias, même dans la culture, on le voit toujours. Dans la culture, mais il y a un truc qui est aberrant. On a eu, par exemple, sur France 2, on a eu Jacques Martin pendant 25 ans. On va avoir Laurent Ruquier pendant 25 ans. Ouais, c'est de la propagande qui est payée par le système. C'est un truc... voilà.